Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir, pour ouvrir cette séance de clôture de ce cinquième colloque ou congrès national de l'Association française au droit de la sécurité et de la défense nationale, le docteur Jimmy Shea, qui est secrétaire général adjoint de l'OTAN et qui surtout a eu l'excellente idée d'enseigner dans cette faculté de droit il y a de cela, on ne dira pas combien de temps, parce que ça le vexerait, et moi aussi ça me vieillirait, puisque j'ai eu l'honneur d'être son étudiant lors de la première promotion qu'il a eue à Lille dans ce qui s'appelait à l'époque le DEA de défense nationale et de sécurité européenne, qu'avait fondé notre collègue et maître, le professeur Olivier Pirotte. Alors, Excellence, je vous donne tout de suite la parole pour nous faire part de vos sentiments sur ces questions. Monsieur le professeur, vous êtes le seul étudiant qui jamais s'est souvenu de moi comme professeur. La plupart de mes étudiants cherchent à m'oublier le plus rapidement possible. Donc, merci de vos aimables remarques introductives. C'est avec plaisir que je revienne sur ces terres lilloises après une bonne distance d'une trentaine d'années. Vous vous demandez pourquoi j'ai arrêté de donner cours ici dans les années 80. À l'époque, il n'y avait pas de TGV, donc je prenais la voiture et je suis toujours en retard. Donc je partais avec panique en retard de l'OTAN dans ma Jaguar déglinguée et j'étais tellement paniqué d'arriver à l'heure que je me payais à chaque coup des amendes d'excès de vitesse. Et j'étais sur le point de perdre mon permis de conduire quand j'ai décidé qu'il fallait que je m'arrête. Mais si le TGV existé à cette époque-là, jamais je n'aurais pris une si mauvaise décision. Donc merci beaucoup de m'accueillir. Je suis tout à fait ravi d'être là. Merci mon général, merci monsieur le professeur également de votre aimable accueil. Je dois dire aussi que quand j'étais étudiant, avant votre naissance au Moyen-Âge, normalement le vendredi après-midi, il y avait davantage de gens à la tribune que dans la salle. Oui, j'ai connu cette expérience très souvent. Donc c'est bien de voir que vous êtes tout de même une université sérieuse ici et qu'il y a du monde. Donc merci d'être venu. Quand j'ai téléphoné ce matin à ma femme du train pour dire que je venais à Lille et que je devais faire une allocution d'une quarantaine de minutes, elle m'a rappelé la célèbre formule du duc de la Rochefoucauld dans ses maximes au XVIIe siècle, où il disait qu'aucun homme ne devrait parler en public plus longtemps qu'il ne puisse accomplir l'acte d'amour. Elle m'a dit, donc, chérie, surtout pas plus de 2 nanosecondes, s'il vous plaît. Mais malheureusement, je dois enfreindre cette maxime du duc de la Rochefoucauld et essayer de vous entretenir pendant un bon petit moment sur la sécurité. Un de mes livres préférés, qui quand même est dirigé contre la France, je dois dire, mais il n'y a pas d'après-risme dans tout cela, c'est les réflexions sur la Révolution française de Edmund Burke. Et lorsque Pitt le Young, le Premier ministre de l'Angleterre à l'époque, a lu le livre, il a dit que c'est une rhapsodie dans laquelle il y avait énormément de choses à admirer, mais aucune avec laquelle on pouvait être d'accord. Mais entendu, peut-être que vous allez vous retrouver dans la même situation critique à mon égard. Mais je voudrais tout de même, dans une trentaine de minutes, vous donner une topographie de la sécurité, vue de Bruxelles, vue de l'OTAN, pas d'un point de vue universitaire, scientifique, académique, je l'ai vu d'entrée de jeu, mais plutôt de la perspective d'un practitioner, comme on dit en bon anglo-saxon, un bureaucrate qui est tout de même, sinon au centre, près du centre du volcan et des activités. Je dirais d'entrée de jeu que nous ne vivons certainement pas la situation la plus critique, la plus existentielle de notre histoire. En ce qui concerne la sécurité, nous avons connu des moments d'autant plus dangereux. Mais
je dirais quand même que jamais nous n'avons connu une telle complexité des menaces, des défis, avec la nécessité de faire en même temps une simultanéité de réponses différentes. Nos soldats sont maintenant déployés à l'intérieur, dans les rues de Paris ou de Bruxelles, opération Sentinelle, de nouveau à l'Est dans le sens de la dissuasion de l'OTAN après l'annexation de la Crimée par la Russie, donc retour à la défense collective que nous pensions avoir définitivement laissé derrière nous après la chute du mur de Berlin. De plus en plus dans les OPEX, les opérations extérieures, France, Mali, République centrale africaine, bien sûr, mais l'OTAN, nous avons une quinzaine de milliers de troupes à l'Afghanistan et nous les augmentons. Alors qu'il y a quelques années, avec la fin de la FIAS en Afghanistan, nous pensions tous qu'on était plutôt sur le départ. Et de plus en plus, nos forces sont envoyées à l'extérieur, sinon pour se battre dans des opérations d'entraînement, de formation. Par exemple, si vous regardez les forces spéciales américaines, dont on a parlé ce matin, oui, ils se battent, mais la plupart, 70%, sont déployés dans 70 pays du monde, dans des activités d'entraînement. Donc jamais on n'a plus autant exigé et plus sollicité nos forces armées. Pour la première fois de son histoire, l'OTAN doit faire face sur deux fronts simultanément, front Est, front Sud. Et pendant beaucoup de ma carrière à l'OTAN, c'était relativement facile. Dans mon bureau, j'avais la carte de la Bosnie, puis après 1995, voilà, à la poubelle, c'était la paix, puis la carte du Kosovo, à l'aune de 2000, fini avec ça. Puis pendant 10 ans, l'Afghanistan. Après, pendant un petit laps de temps, la Libye. Mais maintenant, je suis obligé de mettre la carte mondiale à mon bureau parce que nos responsabilités sont multivectorielles. Et c'est-à-dire que nous n'avons plus le luxe, comme on l'avait dans les Balkans il y a une vingtaine d'années ou en Afghanistan, de considérer que l'avenir de l'humanité se jouait sur 100 km carrés de terrain aux alentours de Kaboul, ou aux alentours de Tripoli, ou Benghazi, ou aux alentours de Kaboul ou d'autres endroits, en pensant que si on pouvait, dans cette espèce de micro-théâtre, faire prévaloir la force militaire, le reste du monde allait s'en retrouver en tranquillité. Le problème maintenant, que si vous solutionnez l'histoire avec les Russes à l'Est, ça ne vous aide pas beaucoup dans le Sud. Si vous solutionnez dans le Sud, ce n'est pas pour autant que vous vous échappez du syndrome de confrontation avec la Russie. Si vous réussissez en Irak, la Syrie reste quand même un État en défaillance sur les Nations Unies, au calcul qu'il nous faudrait au minimum 250 milliards de dollars pour la reconstruction. Donc le problème, c'est que alors qu'on était dans ce schéma, on pensait qu'un bénéfice dans un certain secteur produirait des effets bénéfiques partout dans le monde. Non, maintenant le problème, c'est que les problèmes sont plutôt vus comme des micro-problèmes. Solutionner un, c'est très bien, mais ce n'est pas pour autant que vous échappez de la responsabilité de solutionner tous les autres. Et donc, toutes les frontières se confondent. Sécurité extérieure est de plus en plus liée aux défis de sécurité intérieure. Le terrorisme, la migration en sont les grands exemples. Et alors que pendant beaucoup de ma carrière, on pouvait se focaliser sur un théâtre comme le Cap de Fulda, c'est-à-dire sur une parcelle de territoire extérieur. Maintenant, la sécurité, c'est partout. On parle de la sécurité alimentaire, sécurité environnementale, par exemple, la sécurité des infrastructures. Le problème, c'est que l'État a la responsabilité de tout défendre en même temps, et pas avec forcément tous les moyens qui seraient à votre disposition. Donc, si vous avez des moyens limités, quelles doivent être les priorités? À l'OTAN, par exemple, nous avons souvent deux camps. Le camp de l'Est, les pays baltes, la Pologne, qui ont connu l'occupation russe et soviétique pendant plusieurs siècles, qui forcément voient là le plus grand danger et demandent que l'effort maximal soit porté à l'Est. Alors que les pays du Sud, sans aucune surprise, pensent que l'histoire avec la Russie est plutôt un problème virtuel qui peut être géré diplomatiquement, économiquement, qui ne requiert pas forcément des moyens militaires, alors que tous les jours, ils se voient attaquer du Sud. Donc le défi de sécurité, pour nous, consiste comment
convaincre les pays de l'Est qu'ils doivent, en contrepartie d'une implication française, italienne ou espagnole dans leur défense, s'impliquer aussi en Mali ou en Afrique ou Sahel, et vice-versa, que chacun porte le fardeau de tout le monde. Ceci n'est pas très facile. Et dernière constatation, je pourrais en faire beaucoup, mais le temps est limité. Dernière constatation, c'est que maintenant, nous avons des espèces de conflits continuels. À le temps, pendant plusieurs années, nous avions une espèce de situation noir-blanc. Il y avait une différence absolue entre la paix et la guerre. Peut-être avec un temps de transfert aux hostilités qui était relativement courte, mais la paix, c'était la paix, et le conflit était le conflit. Le problème aujourd'hui avec les attaques cyber, par exemple, les effets de propagande, de désinformation, l'agissement de milliers de groupes différents qui pourraient nous viser, en plus du retour de la compétitivité stratégique entre les États, c'est que nous connaissons les espèces de phénomènes de guerre permanents. Ce qui, donc, a deux conséquences. D'abord, une espèce de mobilisation permanente. Vous avez en France, par exemple, l'état d'urgence, pratiquement en permanence. Les États-Unis vivent toujours sur la loi d'autorisation militaire de 2001, après les attaques terroristes contre les États-Unis. L'Afghanistan, pour les États-Unis, ça a duré 2 fois plus que les 2 guerres mondiales, ou presque. On y arrive. Donc, il y a des espèces d'états de mobilisation permanente sans que nous ayons déclaré la guerre. La dernière fois où les États-Unis aient déclaré la guerre contre quelqu'un, c'est en 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette espèce de mobilisation perpétuelle parce qu'on se sent attaqué, que ce soit attaque cyber, l'ingérence dans vos élections, une propagande hostile en essayant d'exploiter vos médias sociaux, par exemple, sanctions économiques, bien sûr les visées terroristes et tout le reste. Est-ce qui veut dire que donc le niveau de seuil à l'OTAN, article 5, qui était pour nous avant très clair. L'article 5, c'est quand les Soviétiques, avec tous leurs chars, dépassent la frontière, il n'y a pas de discussion, c'est sans ambiguïté, et on sait ce qu'on doit faire. Mais on a déjà eu, après le 11 septembre, la question, est-ce qu'il fallait évoquer l'article 5? On l'a fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce que c'est vraiment si sérieux pour justifier une telle mesure? Et les États-Unis, par exemple, après la pénétration dans les courriels du Parti démocrate, ont une longue discussion. Est-ce que c'est l'équivalent de la guerre? Est-ce que c'est un acte d'hostilité? Est-ce que c'est une espèce d'inconvénient qu'on ne doit pas trop prendre au sérieux? Dans quelle mesure est-ce que nous sommes justifiés en infligeant des sanctions, en ripostant, en capitalisant des individus? Si on, par exemple, lance une guerre de cyber pour riposter, est-ce que ça vaut la peine parce que nous allons dévoiler tous nos secrets pour quelque chose où le jeu n'en veut pas la chandelle? Et donc le seuil de l'agressivité de la riposte commence à devenir très flou. Quand est-ce que donc, nous sommes véritablement attaqués? Et bien sûr, nous sommes un petit peu mi-figue, mi-raisin, parce que d'une part, on ne peut pas rien faire. Ça serait avouer un espèce de constat de vulnérabilité. On ne fait rien, donc attaquez-moi, comme Mohamed Ali, le boxeur qui se faisait attaquer dans le ring en disant « je peux tout absorber », ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Il a perdu contre Smoking Joe Fraser pour les amateurs de boxe. Mais d'autre part, à l'autre extrémité de l'échiquier, si on riposte d'une façon exagérée, on risque l'escalade et on risque la crise qu'on cherche à éviter. Donc nous sommes dans un nouveau syndrome de sécurité caractérisé par l'ambiguïté et aussi la difficulté de savoir justement comment riposter et faire face. Donc ceci nécessite donc 4 tâches primordiales que je voudrais brièvement traiter aujourd'hui. Il faut prévoir, bien sûr, parce qu'ambiguïté veut dire être plus conscient plutôt de ce qui vous arrive et de pouvoir le juger, l'évaluer plus tôt. Ensuite, vous avez la nécessité de protéger. Nos populations veulent
qu'on leur protège. C'est également le ressort des nationalismes et des populismes en Europe. Puis, il faut réagir, bien sûr. Comme je disais, on ne peut pas rien faire. Et quatrièmement et finalement, il faut rétablir. Il faut savoir comment peut-on le plus rapidement possible rétablir le bon fonctionnement de nos sociétés, de nos systèmes de sécurité, pour minimiser les dégâts et pour absorber autant que faire se peut les chocs. Donc prévoir. Pour nous, à l'OTAN, ceci, c'est un grand défi, parce qu'on est toujours pris par surprise. Le mur de Berlin, qui l'a prévenu? L'attaque de Saddam contre le Koweït en 1990, personne n'a prévu, etc., etc., etc. Est-ce que c'est parce que les choses ne sont éminemment pas prévisibles et on doit simplement vivre avec, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une différence de nos systèmes de renseignement et de nos capteurs ou de notre possibilité de faire l'amalgame des différentes données et voir dans le chaos une espèce de schéma d'agression prémédité et orchestré. Et donc, beaucoup de mon travail au quotidien, maintenant, consiste à essayer d'améliorer le système de renseignement de l'OTAN. Le Zapad 17, qui vient de s'achever, grande démonstration de force par les Russes sur plusieurs théâtres, mobilisation de presque tous leurs aspects, tous leurs forces militaires. Cet exercice nous a donné la possibilité de tester les améliorations que nous avons essayé de porter à nos systèmes de renseignement. Mais ce n'est pas facile à l'époque des guerres hybrides. Vous vous souvenez tous des petits hommes en vert qui ont envahi la Crimée, qui ne portaient pas d'insigne sur leurs uniformes. Est-ce que c'était des Hochtotones? S'agissait-il des forces Spetsnaz russes? Pouvait-on les identifier? Etc. Les guerres hybrides, c'est fait sciemment pour jeter la confusion, les zizanies, pour retarder la prise de décision, pour paralyser les systèmes de fonctionnement des gouvernements. Et lorsque vous réagissez, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Ce qui, bien sûr, est arrivé à l'Ukraine, en Crimée, en 2014. Mais le problème avec l'anticipation, ce n'est pas simplement la collecte des renseignements, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Si je vous dis, mesdames, messieurs, après mon discours, sortez de la salle et trouvez-moi ce chien. Vous allez dire, mais il est fou, ce type. Ce chien, il y a des milliers de chiens dans l'île. On cherche quoi? Une berger allemand avec une espèce de nœud papillon rose, ou un chihuahua avec une cravate jaune. Si je ne sais pas ce que je cherche, comment puis-je identifier? Donc ce que nous faisons, c'est-à-dire, par exemple dans le domaine cyber, c'est d'essayer de relier le renseignement avec le technique. Est-ce que c'est que je sais par mes ressources de renseignement, est-ce que c'est l'équivalent de ce que je peux observer dans mes ordinateurs, dans mes systèmes d'information? Comment puis-je relier les deux? Et s'il y a des lacunes, quelle est la raison donc de ces inadéquations entre l'un et l'autre? Donc, s'il y a une attaque hybride contre moi, qu'est-ce que je dois prévoir? Qu'est-ce que je dois anticiper pour pouvoir plus facilement identifier le phénomène quand vous observez? Nous travaillons beaucoup sur cette question et bien sûr, nous incluons également le monde universitaire parce que, croyez-moi, si jamais vous avez travaillé dans le renseignement, 90% des sources ouvertes, surtout du domaine universitaire, c'est supérieur à ce que vous avez souvent dans les services de renseignement et pour essayer de constituer une espèce de schéma de ce qui arrive. Ce qui implique aussi le media monitoring, si je peux employer un terme anglo-saxon, parce qu'à un moment où nous avons de plus en plus de guerres hybrides qui commencent par des campagnes de désinformation, de fake news, M. Zuckerberg, le patron de Facebook, a fait un discours remarquable à San Francisco l'année dernière, juste après les élections américaines, où a reconnu que 30% de toutes les données sur Facebook, il s'agit d'informations fausses. Maintenant, il y a une campagne, bien sûr, pour responsabiliser les moteurs de recherche à identifier eux-mêmes et pas attendre que le simple citoyen identifie ces fausses nouvelles et demande qu'ils soient effectivement éliminés ou rectifiés. Donc, le renseignement actuellement consiste également à fouiller les médias sociaux
pour voir quelles sont un peu les tendances, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe, les points chauds, et également faire le monitoring des médias pour voir dans quelle mesure on a des traces des nouvelles fausses, des bots, n'est-ce pas, identités fausses automatisées, et il ne s'agit plus du simple reportage, mais une campagne d'information orchestrée. Bon, voilà notre première grande tâche. Améliorer l'anticipation. En anglais, nous avons le terme situational awareness qui est utilisé. Ensuite, protéger. Ça veut dire que nous devons augmenter notre degré de résilience aux différentes attaques. Et ceci fait partie de la dissuasion. Parce qu'un cambrioleur qui passe devant votre maison et voit que vous avez tous les systèmes d'alarme préfère aller ailleurs à une cible moins protégée et plus facile. Donc nous devons faire le même. Et il y a pour l'instant 3 aspects, très brièvement, de mon travail pour essayer d'améliorer la résilience des 29 pays alliés de l'OTAN. D'abord, nous avons un engagement de résilience adopté par nos chefs d'État au sommet de Varsovie l'année dernière, où nous pointons 7 besoins fondamentaux d'un État en cas de conflit. La continuité des services du gouvernement, bien sûr. L'État doit continuer à fonctionner. Numéro 1. Ensuite, l'accès aux infrastructures critiques, que ce soit les ports, les aéroports, bien sûr les grandes routes, les chemins de fer, les voies aériennes et bien sûr la cyberespace aussi. Ensuite, l'évacuation en masse des populations. Par exemple, chacun, vous connaissez tous le livre d'Irène Nembrovsky, Suite française de 1940, où le problème c'est que l'armée française ne peut avancer parce que les routes sont encombrées de Français, de la population qui fuit Paris. Et nous avons connu ça et c'est un problème. Donc comment agencer les mouvements de troupes dans une situation de chaos en ce qui concerne le mouvement des populations. Les stocks d'énergie, les fournitures d'énergie, de nourriture, d'eau potable, etc., etc., etc. L'autre problème, brièvement, mesdames, messieurs, c'est que pendant la guerre froide, toutes ces infrastructures étaient aux mains des États. Les ports aux mains de l'État, les lignes aériennes aux mains de l'État, les voies aériennes, etc., etc., etc. Les télécommunications, État. Maintenant, dans les pays de l'OTAN, 89% est privatisé. Les Chinois possèdent plusieurs ports en Grèce. Par exemple, Ryanair nous a pris, même malgré ses déboires actuels, beaucoup de nos chemins aériens, surtout en Europe de l'Est. Vous avez, par exemple, dans les pays baltes, des ponts qui ne peuvent pas supporter la charge d'un char américain. Le pont s'effondre. Vous avez des aéroports qui ne sont pas capables d'accueillir les avions de l'OTAN, etc., etc., etc. Et donc, comment pouvons-nous identifier nos besoins en support d'infrastructures et faire en sorte que nous ayons accès au moment critique à ces infrastructures? Quelles sont les lacunes que nous devons améliorer? Ensuite, le Schengen militaire. Vous avez un Schengen civil en Europe, grâce à Dieu. Et vous pouvez vous déplacer, services, capitaux, personnes, bien sûr. Mais nous n'avons pas ça pour les militaires. Une brigade américaine qui débarque en France pour renforcer l'Est de l'OTAN, il a besoin d'accomplir des formalités de douane, de donner des préavis, de payer des taxes et tout ça. Et les lignes de chemin de fer sont différentes, de la Pologne à l'Allemagne, par exemple. Donc, il faut décharger et recharger. Nous avons dû, jusqu'à présent, signer 80 accords juridiques pour essayer de créer davantage de Schengen militaire pour que le SACE, le commandement suprême allié en Europe, puisse avoir un accès libre, le contrôle du territoire en cas de crise. C'est un grand mal de tête sur lequel nous travaillons. Ensuite, dernièrement, le Cyber Defense Pledge. Parce que j'ai beaucoup parlé cyber aujourd'hui, nous avons également accompli l'année dernière, pour la première fois, un engagement de nos pays membres à nous donner davantage de renseignements sur les investissements dans le cyber, l'entraînement, l'organisation de leur cyberdéfense. La France a beaucoup œuvré en ce sens et nous
nous utilisons la France comme modèle, surtout dans le domaine militaire, la création de centres de sécurité nationale pour prévenir et riposter aux attaques cyber, les investissements dans les nouvelles technologies, l'innovation et tout ça. Et une fois de plus, pour avoir une vue d'ensemble de dans quelle mesure est-ce que ces investissements nationaux peuvent aussi servir les buts de cyberdéfense de l'OTAN et dans quelle mesure ces investissements peuvent-ils élaborer des capacités auxquelles l'OTAN pourrait avoir recours de nations volontaires nationales en cas de crise. Donc voilà 3 exemples rapides. Maintenant, réagir, le 3e et avant-dernier de mes points. Le problème pour l'instant, c'est que j'ai vécu les années, mesdames et messieurs, de l'Afghanistan, je le disais. Et là, il n'y avait aucune pression. La stratégie de l'OTAN, on a mis 5 ans pour la décider. On est allé voir, tâter le terrain, voir un petit peu de quoi ça retournait, et puis ayant goûté l'Afghanistan pendant 5 ans, on s'est dit, OK, maintenant c'est le moment, on va faire une stratégie. Et renforcement des forces, 1 année pour décider. Pas d'empressement, ce n'est pas existentiel, on a le temps, on collecte tous les renseignements pour avoir un portrait 100% de ce qui se passe, et puis on prend la bonne décision dûment réfléchie et reposée. On peut dormir sur nos 2 oreilles. Le problème maintenant, dans les crises actuelles qui sont beaucoup plus proches de l'Europe, c'est qu'une décision que vous prenez en 1 semaine, vous devez maintenant prendre en 1 minute. Une décision que vous pouvez prendre en 1 mois, maintenant en 2 jours, en une année, en 1 mois, etc. Il y a la compressivité des temps de décision. Et le problème, c'est que vous n'avez que des renseignements très fragmentaires, de conclusions, de fragmentaires. Et ça veut dire donc, si vous n'avez pas un portrait 100% de la situation, vous devez être tout à fait confiant que le peu d'informations dont vous disposez sont fiables. Et quelle est donc la somme d'informations fiables dont vous avez besoin, qui ne peut pas être 100% avant de pouvoir prendre des décisions? C'est comme une jigsaw, excusez-moi, le puzzle. Vous savez combien de pièces et de combien de pièces ai-je besoin pour pouvoir savoir qu'il s'agit de Brigitte Bardot assise sur une automobile Citroën dans les années 50, pour faire l'identification objective. On appelle ça dans le jargon anglo-saxon « evidence-based decision-making ». Donc, comment est-ce que je peux être sûr que je base mes décisions sur des choses qui sont fiables? Ensuite, vous avez le problème du toolbox. Le problème à l'OTAN, c'est que nous sommes une organisation militaire, politico-militaire, mais nos capacités sont plutôt militaires. Et donc, le danger en une crise, c'est que puisque vous avez des chars et des missiles ou des brigades, le problème, c'est que vous avez une tendance à définir votre problème en des termes militaires, parce que définir le problème doit correspondre aux capacités que vous avez. C'est quand la queue est en train d'agiter le chien, et pas le chien la queue. Et vous connaissez la célèbre formule, parce que vous connaissez tous l'anglais, j'espère au moins, parce que je fais un effort en français, donc je dois demander quand même une contrepartie. C'est ce qu'on appelle en anglais « If you have only got a hammer, all problems are nails ». Vous connaissez cette formule, elle est bien célèbre. Si vous n'avez qu'un marteau, vous définissez tous vos problèmes comme des clous. Et donc, vous allez rapidement à une situation militaire pour pouvoir activer les seules capacités dont vous disposez qui sont militaires. Mais ça, c'est un engrenage que vous devez éviter à tout prix. Et donc, le toolbox, et l'Union européenne travaille beaucoup aussi actuellement sur ce problème, le toolbox doit vous permettre d'avoir un éventail de dispositifs beaucoup plus grands, diplomatiques, financiers, sanctions économiques, etc., que vous puissiez instrumentaliser sans avoir trop prématurément recours à l'instrument militaire. Gardons ça pour les cas de dernière extrémité. Donc tout ceci doit être effectivement testé et pratiqué dans des exercices pour savoir si vos systèmes peuvent vraiment gérer une véritable crise ou vous devez vraiment apprendre les leçons.
Et de la semaine prochaine, nous commençons notre CMX, notre grande test de gestion de crise, exercice annuel, cette fois-ci pour la première fois avec l'Union européenne qui participe à nos côtés avec les mêmes scénarios. Donc l'Union européenne commence avec le même scénario pour tester ce que l'Union européenne, point de vue procédure, renseignement, peut apporter, comparé à l'OTAN. Et ceci, à mon avis, est un grand pas dans la mise en commun des capacités des deux organisations. La dernière fois on a essayé ça, une grande conclusion, c'est qu'un engin militaire n'est pas absolu. Si vous déployez, par exemple, une brigade le lundi, elle a une capacité 100%. Si vous déployez ça le vendredi, la capacité peut être réduite à 10%. C'est-à-dire, donc, ce que vous avez n'est pas une absolue. Son utilité est proportionnelle à la façon et au timing dont vous l'utilisez. Et ça, c'est quelque chose de critique. Par exemple, inutile d'envoyer une brigade, comme on l'a fait, sur le plan de l'exercice en Estonie, si la défense aérienne arrive 2 semaines plus tard. Elle est complètement inutile, sans couverture Union européenne. Donc l'exercice vous permet d'établir ce que nous appelons la coherence, c'est la cohérence. Il ne s'agit pas de voir des choses individuellement, mais de comprendre comment ces choses vont s'entrechoquer dans une véritable crise. Churchill, en 1942, a reçu une lettre de Charles Poulter, qui était à l'époque le chef de l'état-major aérien de la Grande-Bretagne. Et Poulter a dit, Churchill, vous me donnez 100 000 bombardiers et je vais gagner la Deuxième Guerre mondiale pour vous. Avec ça, pof, Göring disait la même chose à Hitler au même moment. Miraculeusement pour nous, parce que c'est ça qui nous a permis de nous évader de Dunkerque. Et le film, au fait, montre qu'on l'a fait sans votre aide. Mais ça, j'en passe. Mais Churchill a répondu en disant « Sir Charles, merci de votre lettre et je vais faire autant que je puisse faire pour vous, pour que vous ayez vos 100 bombardiers, mais vous n'allez pas gagner la guerre. » Parce que Churchill a dit quelque chose qui est très vrai. Toute chose est en mouvement perpétuellement. Toute chose est en mouvement perpétuellement. Et le stratège, donc, est celui qui comprend le mieux l'articulation, l'évolution des différentes choses qui sont toujours en train d'influer les unes sur les autres, avec un kaléidoscope qui change en permanence. Et le sage, le stratège, c'est celui qui maîtrise le mieux ce genre de mouvement et qui ne voit pas la panacée dans un bombardier ou dans un char et n'importe quoi. Donc l'exercice est très important pour nous. Et puis finalement rétablir. Comment rétablissons est-ce que nous allons pouvoir rétablir des situations? Et je dirais qu'il y a 3 choses au fond. D'abord, il faut un effort de défense au sein de l'OTAN. Et je suis ravi de voir hier dans la presse française que le président Macron accepte l'idée que la France va aussi atteindre le but de 2% de son produit brut intérieur pour la défense à l'aune de 2025. Et donc, dès l'année prochaine, faire un effort supplémentaire, qui est une bonne nouvelle pour l'OTAN, parce que nous dépendons beaucoup de l'armée française. Ça va aussi être du baume pour le président Trump, qui a lié, comme vous le savez, les engagements américains dans la défense de l'Europe aux efforts consentis par les alliés individuels. Et donc ça, c'est un bon signe. Il faut que nous fassions un effort de défense. Je ne demande pas un effort qui nuira à nos économies. On peut même dire qu'au sein de l'Europe, les industries de défense qui emploient 400 000 personnes aussi apportent leur part à la technologie, à l'innovation et à l'emploi également. Mais nous devons consentir cet effort parce qu'il est sûr que nous ne gérons les problèmes de l'Est et du Sud qu'à partir du moment où nous avons des forces armées qui sont capables de tenir la route. Et cette espèce d'épuisement de nos forces armées ne se voit pas uniquement en France, après les OPEX, mais même aux États-Unis, où un général américain a dit au Congrès il y a quelques mois que sur 58 brigades américaines, l'armée américaine, uniquement 2 étaient disponibles pour un engagement. Donc c'est quelque chose qui nous affecte tous. Donc l'effort de défense.
Deuxièmement, presque fini, la coopération, j'y ai déjà fait allusion, entre l'Union européenne et l'OTAN. C'est la clé, que ce soit à l'Est, au Sud, aider l'Ukraine, contrecarrer les ambitions russes tout en établissant un dialogue avec la Russie et les mesures de confiance, la migration, le maritime, la Libye. Il faut que notre partenariat soit plus efficace. À l'OTAN, à Bruxelles, nous sommes des bureaucrates et parfois, si quelqu'un répond à mon appel téléphonique et qu'une équipe se rencontre avec une autre équipe, on a tendance à penser que tout va bien. Mais nous devons être plus ambitieux, pas uniquement nous informer, nous briefer, participer les uns aux exercices des autres, mais faire des choses ensemble. C'est vraiment le test de notre coopération. Donc il faut aller de l'avant, surtout à un moment où le président Macron veut construire une défense européenne, sinon une armée européenne. Je suis tout à fait pour ça, pour éviter la duplication, mais il ne faut pas créer une espèce de concept qui rivalise avec l'OTAN et qui mène à la déperdition de nos moyens. Et troisièmement, dernièrement, nous devons faire ce que j'appelle la défense intelligente. Et je vais terminer avec une illustration qui me tient à cœur. Pendant 10 ans, j'ai travaillé en Afghanistan sur le problème des engins explosifs qui tuaient pour la plupart nos troupes. Ces engins, il y a 25 différents types. Ça coûte $2, $10, pas beaucoup plus, pour fabriquer par les talibans, pour insérer dans la terre et la nuit, quand nous dormons, et bien sûr qui entrave la mobilité de nos forces et qui représente des dangers. Même si les gens ne sont plus tués, ils subissent quand même des blessures très, très, très graves. Et nous avons tout essayé, des armements corporels, des véhicules plus blindés, plus solides, des véhicules moins blindés qui absorbaient davantage le choc, des systèmes satellitaires pour dépister ces drones, ces engins, les drones, tout. L'évacuation rapide par hélicoptère pour que les troupes soient rapidement transférées aux hôpitaux, mais les engins, la nuit, revenez. Ce que nous appelons en anglais mow the grass, tondre la pelouse. Hein. Donc, ça remonte le jour après. Et puis, je dis, écoute, il faut qu'on devienne un peu plus intelligent. Oui, ceci, c'est comme vous escaladez le Mont Blanc et vous allez automatiquement, sans réfléchir, au flanc le plus dangereux où vous allez vous suicider en 5 minutes. Il doit y avoir un moyen d'escalader cette montagne qui est beaucoup, beaucoup plus simple. Et on a commencé à essayer de devenir moins stupide, un peu plus intelligent. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a travaillé avec les industries au Pakistan et en Chine qui fabriquaient le potassium chlorate, excusez-moi de ne pas connaître la terminologie chimique française, ammonium nitrate, les éléments de base qu'ils fabriquaient, pour leur demander de changer la composition chimique qui les rendait moins explosables, en quelque sorte, moins nocifs, moins dangereux. On a travaillé avec la douane pour mieux suivre les transferts illégaux de ces systèmes. On a travaillé avec les treasuries, qui deviennent les ministres de Défense, pour bloquer le financement qui venait de partout dans le monde. Nous avons employé les grandes données, big data, avec des systèmes de fusion des informations de toutes sortes pour savoir quel est le réseau, qui est derrière ça, qui fabrique, qui transporte, où sont placés les laboratoires. Est-ce que c'est également lié à la prostitution, à la crime organisé, ou est-ce que c'est simplement djihadiste, par exemple? On a découvert qu'il y avait 8 réseaux, et pour la plupart, ils étaient 90%, comme on dit en Belgique, crime organisé. Uniquement la dernière petite partie, c'était la partie djihadiste. On a travaillé avec les Afghans, qui au début ne pouvaient pas traiter la biométrie, les données biométriques automatiquement contaminées, donc non utilisables devant les tribunaux, pour reconnaître aussi le crime. Parce que vous étiez davantage apte à être incarcéré en Afghanistan pour le blasphème que pour
planter un engin explosif sur un chemin. Donc, pour changer tout ça, nous avons travaillé sur la biométrie pour concrétiser les preuves, etc., etc., etc. Et tous ces moyens qui, finalement, ont impliqué la présence à l'OTAN de toutes ces agences, compagnies privées, renseignements, police judiciaire, Europol, Interpol, douane, etc., etc. Finalement, toute cette concertation ensemble a fait que nous avons considérablement réduit l'acheminement de ces explosifs en Afghanistan. Nous avons su qui il fallait arrêter, les kingpins, comme on dit en anglais, les têtes plutôt que les simples soldats. Et finalement, ceci n'a pas coûté 56 milliards de dollars, ce qui est la somme que nous avons investie dans l'effort vain de stopper l'explosion ou de subir l'explosion. Ça nous a coûté que quelques millions et c'était beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, conclusion, c'est que vous ne pouvez rien faire sans des partenaires. Votre influence consiste non pas à faire des choses vous-même, mais à convaincre des gens pour faire des choses comme vous. Il faut un réseau pour détruire un réseau. Et ça, c'est le principe que nous adopterons à l'avenir. Bon, je m'arrête. La Rochefoucauld aurait été très fière de moi aujourd'hui et merci très gentiment de m'avoir si gracieusement écouté. Merci beaucoup. Merci Excellence pour ce discours qui m'a rajeuni de 30 ans, puisque c'est vous qui avez donné le chiffre, je n'avais pas osé le donner tout à l'heure, et qui m'a rappelé cette époque bénie où le docteur Xi venait dans cette maison, arrivé en trombe, comme il l'a fait aujourd'hui, avec la vivacité qui est la sienne, et aux petits étudiants que nous étions, il proposait 3 sujets, nous en choisissions 2, et puis c'était parti. Et pour toute l'après-midi, c'était un véritable enchantement. Merci beaucoup, Excellence, pour cette conférence.